Avez-vous tué Grace Mullen? Jesse Kempson, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Grace Mullen. Tous les trois ont lu leur déclaration de victime et de soutien. Il y avait de l'émotion là-bas. Oui, je l'ai ressenti. On ressent de la compassion pour cette famille. Mais lui n'avait aucune émotion. Je l'ai regardé. Certaines rencontres allument la romance. D'autres déclenchent l'obsession. Mais les connexions les plus sombres se terminent par une tragédie inimaginable. Ce sont les histoires de tueurs qui transforment les applications de rencontres en terrain de chasse. Un cas se distingue. Jesse Kempson, dont les actions tordues ont transformé un rendez-vous prometteur en un projecteur mondial. Attachez vos ceintures et commençons. Vous avez étouffé son rire, vous avez écrasé son sourire, et vous nous avez laissés avec le cauchemar de l'inimaginable. Le 8 avril 2016. Cela a commencé comme un vendredi soir normal à Seattle. Ingrid Line, une infirmière de 40 ans et mère de 3 enfants, était excitée à l'idée de son rendez-vous. Elle avait rencontré John Charlton sur une application de rencontre, un homme apparemment charmant qui partageait son amour pour le baseball et les conversations animées. Ils ont assisté ensemble à un match des Mariners, riant et se liant, mais le lendemain matin, Ingrid avait disparu. Ce qui s'est déroulé ensuite révélerait un crime si calculé et froid qu'il laisserait Seattle sous le choc. Des sacs poubelles remplis de restes humains ont commencé à apparaître dans toute la ville. Chaque découverte rapprochait les enquêteurs d'une vérité horrifiante. D'accord, Ingrid, mère célibataire, retrouvée, quelques heures seulement après qu'elle ait été signalée disparue. Eh bien, des parties de son corps ont été retrouvées, y compris sa tête, un bras, un pied, trouvés dans 3 sacs en plastique distincts à l'intérieur d'un bac de recyclage. 2 jours après sa disparition, une découverte troublante a secoué la communauté. Un résident est tombé sur un sac poubelle dans un bac de recyclage dans le quartier central de Seattle. À l'intérieur se trouvèrent des restes humains, y compris une tête coupée, plus tard confirmée appartenir à Ingrid Line. Détenant un homme soupçonné d'avoir tué une mère de 3 enfants qu'il a rencontrée en ligne. Le corps d'Ingrid Line a été retrouvé pendant le week-end. Elle était censée être avec le suspect, John Charlton, la nuit de sa disparition. La police a immédiatement tourné son attention vers John Charlton, la dernière personne vue avec Ingrid. Son histoire? Un enchevêtrement d'incohérences. Charlton a affirmé qu'ils avaient tous deux beaucoup bu et qu'ils ne se souvenaient pas de grand-chose de la nuit. Mais les enquêteurs étaient sur le point de découvrir une séquence d'événements bien plus sinistres. Les détectives ont fouillé la maison d'Ingrid et ont trouvé des preuves cruciales. Une scie d'élagage dans la baignoire avec des traces de sang et de tissu d'Ingrid encore dessus. L'ADN de Charlton a également été trouvé sur les lieux, ne laissant aucun doute sur son implication. Des images de surveillance ont lié Charlton à la zone où les sacs poubelles ont été jetés, scellant encore plus son sort. Ce qui rendait cette affaire encore plus effrayante était la nature méthodique du crime. Charlton aurait tué Ingrid chez elle, démembré son corps, puis dispersé les restes à travers plusieurs endroits à Seattle. La nature froide et calculée de ses actions a choqué même les enquêteurs les plus expérimentés. Pendant le procès, les procureurs ont dressé le portrait d'un homme avec une longue histoire de violence et de problèmes de toxicomanie. Charlton avait un casier judiciaire pour agression et violence, et ses relations étaient marquées par le chaos et l'agression. Sa défense a soutenu qu'il était trop intoxiqué pour se souvenir de ce qui s'était passé, mais les preuves étaient accablantes. Il a placé son corps dans une baignoire en utilisant une scie d'élagage. Il a démembré son corps, séparant ses membres et sa tête de son torse. Aujourd'hui marque la fin tragique d'une grande vie vécue et terminée bien trop tôt. Au lieu de cela, il a prononcé la peine la plus sévère légalement possible, un peu plus de 27 ans. Charlton a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à 27 ans de prison, une punition que beaucoup ont estimée loin d'être suffisante pour un crime aussi odieux. Il n'y a pas de mots qui puissent atténuer la douleur que j'ai causée. Et pour cela, je suis vraiment désolé. Au tribunal, la famille d'Ingrid a livré des déclarations d'impact déchirantes. Son père l'a décrite comme une mère dévouée et une infirmière compatissante qui apportait de la joie à tous ceux qui l'entouraient. Le fardeau émotionnel sur ces jeunes filles était incommensurable, la perte laissant un vide permanent dans leur vie. Charlton, en contraste frappant, est resté impassible lorsque le verdict a été prononcé. Son absence de remords a encore plus exaspéré les proches d'Ingrid et la communauté, consolidant son image dans leurs esprits comme un prédateur sans remords. Notre prochain cas nous emmène en Australie, où un rendez-vous Tinder tard dans la nuit a conduit à une tragédie choquante. Ils voulaient tous les deux du sexe simple et rapide. Et se rencontrer sur l'application de rencontre Tinder était le moyen idéal pour y parvenir. Mais lorsque Gable Tost a rencontré Warina Wright il y a 2 ans, leur nuit de passion s'est terminée, par la mort. La Gold Coast en Australie est connue pour ses plages magnifiques, sa vie nocturne animée et ses gratte-ciels scintillants. Un paradis où des milliers de touristes viennent se détendre et baisser leur garde.
mais lors d'une chaude nuit d'août en 2014, la dernière soirée de vacances d'une jeune femme. C'est terminé par une tragédie qui entrait toute une nation. Warina Wright, 26 ans, en visite depuis la Nouvelle-Zélande, avait fait une rencontre sur Tinder avec Gable Tost, un homme de 28 ans confiant et bien soigné. Le plan était simple, un rendez-vous décontracté rempli de plaisir et de conversations légères. Mais ce qui avait commencé comme une nuit ordinaire au paradis s'est rapidement transformé en chaos. Quelques heures plus tard, le corps de Warina a été découvert sur le trottoir, sous l'appartement de Tost, au 14e étage. Sa vie a été écourtée, laissant derrière elle des questions qui déclencheraient une tempête médiatique et judiciaire. Était-ce un accident tragique ou quelque chose de bien plus sinistre s'est-il passé cette nuit-là? Au début, tout allait bien et nous devions, vous savez, aller nous coucher. Et ensuite, elle a continué à boire. La soirée a commencé comme n'importe quel autre rendez-vous Tinder. Warina est arrivée à l'appartement de grande hauteur de Hosty à Surfers Paradise, un quartier réputé pour son énergie et ses vues sur l'océan. Les deux ont partagé des boissons et ont discuté. La nuit débordait de possibilités inexprimées. Mais au fur et à mesure que les heures passaient et que l'alcool coulait, leur plaisanterie amicale a commencé à se détériorer. Les tensions ont rapidement escaladé, menant à une dispute qui a dégénéré. Dans une tentative de désamorcer la situation, Tost a enfermé Warina sur le balcon, la laissant piégée à 14 étages au-dessus des rues animées en contrebas. La panique l'a envahi. Le bord du balcon devait ressembler au bord du monde. Désespérée de s'échapper de cet enfermement, Warina a tenté de descendre. Mais dans l'obscurité, sa prise a échoué. Le moment suivant fut d'une horreur absolue. Warina a chuté vers sa mort, son corps frappant le trottoir avec une force qui a résonné à travers la nuit silencieuse. Juste 27 secondes après que Warina Wright ait été enfermée sur le balcon, elle tombe vers sa mort. La scène a laissé la police et les résidents sous le choc. Comment une soirée innocente avait-elle pu se terminer par une perte aussi dévastatrice? Et plus importante encore, Tost aurait-il pu empêcher cette tragédie? Alors que les enquêteurs reconstituaient les événements de la nuit, un indice crucial a émergé. Tost avait enregistré des heures d'audio sur son téléphone. Les enregistrements ont capturé les tensions croissantes, les échanges colériques et les cris terrifiés de Warina menant au moment fatal. Je n'aurais jamais dû. Je n'aurais jamais dû te donner autant à boire, je pensais. On va s'amuser. Où est mon... L'audio dépeignait une image du chaos à l'intérieur de l'appartement, des disputes enflammées, des luttes physiques et, finalement, le son de Tost forçant Warina sur le balcon. « Tu as de la chance que je ne t'ai pas jeté de mon balcon », aurait-il dit. Une déclaration glaçante qui a captivé l'imagination du public. Tost a affirmé qu'il avait agi en légitime défense, déclarant que Warina était devenue agressive. Il a soutenu que l'enfermer sur le balcon était une tentative de se protéger et de désamorcer le conflit. Mais les enquêteurs ont noté les preuves. Le corps de Warina portait plus de 80 blessures, des contusions et des égratignures qui laissaient entrevoir une lutte. Les procureurs de la foule allèguent que Gable Tost n'était pas sur le balcon à ce moment-là. Warina Wright est tombée à sa mort depuis l'appartement de Surfers Paradise. Lorsque l'affaire a été jugée, elle est devenue une sensation médiatique. Les procureurs ont soutenu que les actions imprudentes de Tost, bien que non physiquement violentes, ont directement conduit à la mort de Warina. La défense a soutenu qu'elle était maîtresse de ses propres actions et que Tost n'avait aucune responsabilité dans la chute tragique. Le jury a été chargé de répondre à une question difficile. Quelqu'un peut-il être tenu responsable d'une mort causée par un comportement coercitif, même s'il n'y a pas de préjudice physique direct? Après un procès tendu et très médiatisé, le jury a rendu son verdict. Gable Tost a été déclaré non coupable des accusations de meurtre et d'homicide involontaire. Le tribunal a déterminé que bien que son comportement ait été profondément troublant, enfermant Warina sur le balcon, la narguant pendant la dispute, il n'y avait aucune base légale pour le tenir responsable de sa décision de grimper par-dessus la balustrade. La loi exigeait des preuves de violence physique ou d'intention de nuire, ce que l'accusation n'a pas pu prouver. Monsieur Tost est très heureux. Avec les résultats, il est soulagé que cette affaire soit maintenant derrière lui et il a hâte de passer à autre chose dans sa vie. Grâce à ces personnes qui l'ont soutenu à travers cela, il réalise à quel point cela a été tragique pour beaucoup de gens. Le verdict a laissé de nombreux Australiens divisés. Certains pensaient que le verdict reflétait fidèlement les preuves légales. D'autres estimaient qu'il mettait en lumière des failles dans le système judiciaire, disant que des actions comme celle de Tost, techniquement non criminelles, pouvaient néanmoins avoir des conséquences dévastatrices. Dans la salle d'audience, la famille de Warina était assise dans une agonie silencieuse. Sa mère, les mains tremblantes, écoutait les enregistrements audio déchirants des derniers instants de sa fille résonner dans la pièce. Les cris, la panique, le son de la vie de sa fille s'échappant. C'était une douleur inimaginable qu'aucune famille ne devrait endurer. De l'autre côté de la pièce, Tost était assis calme et posé, son expression vide alors que le verdict était lu. Pour beaucoup de ceux qui suivirent le procès, ce manque d'émotion visible n'a fait qu'approfondir leur indignation.
Comment quelqu'un pouvait-il rester si stoïque après une telle tragédie? Pour les proches de Warina, l'acquittement n'a apporté aucune clôture, seulement un profond sentiment de perte. Pourriez-vous décrire les dernières années pour nous, monsieur? Nous avons vu ce genre de réaction de la part des gens. Cela vous affecte-t-il d'une quelconque manière, monsieur? L'affaire a déclenché des débats nationaux sur la responsabilité personnelle et les risques de rencontrer des inconnus via des applications de rencontres. La mort de Warina a servi de rappel saisissant de la rapidité avec laquelle les situations peuvent dégénérer et de la fragilité de la vie lorsque la confiance est mal placée. Nous nous tournons maintenant vers le cas troublant de Daniel Drayton, un homme qui utilisait les applications de rencontres comme outil pour trouver ses victimes. Il s'avère qu'il est tout sauf cela. La police de New York recherchait Drayton pour le meurtre par strangulation le 17 juillet de Samantha Stewart, une infirmière de 29 ans. À l'été 2018, les rues chaudes du Queens bourdonnèrent de vie. Et pour Samantha Stewart, une jeune infirmière ambitieuse, la vie était pleine de promesses. À 29 ans, elle construisait sa carrière, entretenait des liens familiaux étroits et attendait avec impatience un avenir radieux. Mais ce que Samantha ne pouvait pas savoir, c'est que son cœur confiant et sa recherche de connexion l'amèneraient directement entre les mains d'un prédateur sinistre. Daniel Drayton, un homme qui utilisait son charme et sa confiance sur des applications de rencontres comme Tinder, semblait être le partenaire idéal. Avec un comportement calme et un sourire désarmant, il pouvait faire sentir à quiconque qu'il était en sécurité. Mais sous sa façade se cachait un individu profondément perturbé. Un individu dont les compulsions violentes allaient coûter la vie à Samantha d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Lorsque la police a découvert l'ampleur réelle des crimes de Drayton, la mort de Samantha ne serait qu'une partie d'un schéma sombre et terrifiant. Stewart et Drayton se sont rencontrés sur Tinder. Dans un communiqué de presse la semaine dernière, la procureure du district du comté de Queens, Melinda Katz, a déclaré que Drayton était charmeur en ligne, mais était un présumé prédateur sexuel. Samantha et Daniel se sont d'abord connectés sur une application de rencontre. Leur conversation était légère et engageante. Et pour Samantha, le rencontrer semblait être une partie normale des rencontres modernes. Mais ce n'était pas une rencontre fortuite. C'était un piège soigneusement planifié. Le soir du 16 juillet 2018, Samantha a invité Drayton chez elle dans le Queens. Au début, tout semblait bien, mais au fur et à mesure que la nuit avançait, Drayton a révélé l'obscurité qui se cachait sous son extérieur charmant. Ce qui s'est passé ensuite était tout simplement horrifiant. Une infirmière de 29 ans retrouvée violée et étranglée dans son appartement du Queens. Les forces de l'ordre ont retracé son meurtre brutal jusqu'à un homme, Daniel Drayton. Dans l'intimité de sa chambre, Drayton a étranglé Samantha à mort, mettant fin à sa vie dans un acte de violence brutale. Sa famille s'est inquiétée lorsque Samantha n'a pas répondu aux appels ou aux messages. Quelques heures plus tard, leurs pires craintes ont été confirmées lorsqu'ils ont découvert son corps sans vie. Elle avait été laissée dans sa chambre avec des signes de lutte violente. La mort de Samantha n'était pas seulement dévastatrice, c'était la partie émergée de l'iceberg. Les enquêteurs ont vite réalisé qu'ils n'avaient pas affaire à un crime isolé. Drayton était suspecté dans d'autres agressions et meurtres à travers les frontières des États. Et son passé dressait le portrait glaçant d'un homme qui chassait les femmes via des applications de rencontres pour satisfaire ses pulsions violentes. Le journal rapporte que les policiers de New York ont trouvé la voiture de Drayton à l'aéroport JFK et ont pu le suivre jusqu'à Los Angeles, sauvant probablement la vie de cette femme de North Hollywood. La capacité de Drayton à échapper à la capture a pris fin quelques jours seulement après le meurtre de Samantha. Les autorités l'ont localisé à Los Angeles, où il avait attiré une autre femme dans son piège. Il avait emmené sa dernière victime dans une chambre d'hôtel, où il l'a retenue en otage et lui a fait du mal. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, la scène était d'une terreur absolue. Drayton a été arrêté dans la chambre d'hôtel avant qu'il ne puisse faire une autre victime. L'enquête qui a suivi a révélé l'ampleur réelle de ses crimes. Le meurtre de Samantha n'était pas un acte isolé. C'était une partie d'une inquiétante série de crimes multi-États. Oui, quand les autorités sont arrivées à l'appartement North Hollywood, Daniel Drayton, 27 ans, était probablement à quelques instants de commettre son 8e meurtre. Drayton prétend que ses actions n'étaient pas les siennes, blâmant ce qu'il appelait un contrôle démoniaque. Mais les enquêteurs ont vu clair dans ses excuses. Les preuves étaient indéniables, allant de l'ADN le liant à plusieurs victimes aux témoignages oculaires décrivant ses schémas de manipulation et de violence. Les crimes de Drayton étaient méthodiques et prédateurs. Il utilisait des applications de rencontres pour cibler des femmes, gagner leur confiance et les isoler avant de commettre des actes de violence indescriptibles. Son charme était une arme, et il l'utilisait avec une précision glaçante. Il a fallu une ordonnance du tribunal pour amener un suspect de série de crimes au tribunal aujourd'hui. Daniel Drayton a plaidé non coupable de tentative de meurtre. Dans la salle d'audience, l'ampleur complète des actions de Daniel Drayton a été révélée. Il faisait face à des accusations de meurtre au premier degré pour la mort de Samantha Stewart, ainsi qu'à de nombreuses accusations liées à ses autres victimes. Les preuves présentées étaient accablantes et il n'y avait aucun doute sur sa culpabilité.
Drayton a été condamné à la prison à vie, une peine qui reflétait l'ampleur de ses crimes. Pour la famille de Samantha, le verdict a apporté un sentiment de justice, mais il ne pourrait jamais effacer la douleur de l'avoir perdu. Ensuite, elle est toujours en train de promener le chien et elle dit « Eh bien, il ne s'intéressait pas à moi, mais je lui dis, il aurait pu vous attaquer. Je veux dire, c'est un cinglé. » Cette affaire ne concernait pas seulement un homme. C'était un signal d'alarme pour la société. Drayton avait exploité l'anonymat des applications de rencontres pour traquer ses victimes, utilisant la technologie comme un outil de violence. L'affaire a suscité des discussions sur la sécurité en ligne et l'importance de la vigilance lors de rencontres avec des inconnus. Au tribunal, la famille de Samantha a livré des déclarations déchirantes sur l'impact de la victime. Son frère a décrit la douleur inimaginable de perdre une sœur qui avait été le ciment de leur famille, quelqu'un qui avait consacré sa vie à aider les autres. Les larmes coulaient sur leur visage, alors qu'il racontait sa gentillesse, son ambition et l'avenir radieux qui avait été volé. Drayton, cependant, n'a montré aucun remords. Son comportement froid et sans émotion a fait frissonner la salle d'audience. Il est resté assis en silence, insensible à la douleur et à la colère qui l'entourait. Pour les familles de ses victimes, ce manque d'humanité rendait la douleur encore plus difficile à supporter. Tout cela se passait. Il était en train d'être inculpé, par l'intermédiaire de son avocat, son défenseur public. Il a plaidé non coupable, il reviendra au tribunal le 14 août, affalé dans le coin. Évidemment, il voulait éviter toutes les caméras, sauf celle du département du shérif qui filmait chacun de ses mouvements. Le meurtre de Samantha a laissé une cicatrice permanente sur sa famille, mais ils ont juré de garder sa mémoire vivante. Elle n'était pas juste une autre victime. Elle était une fille, une sœur et une soignante dont la vie a été prise bien trop tôt. Son histoire est devenue un appel à l'action, un rappel de rester vigilant et de demander une plus grande protection contre les prédateurs qui utilisent la technologie pour exploiter et nuire. Nous nous concentrons maintenant sur Bailey Boswell, une rencontre sur Tinder qui prendrait un tournant incroyablement sombre. Des accusations ont été portées contre Aubrey Trail et Bailey Boswell, les deux personnes d'intérêt dans la disparition et mort de Sidney Lutte. Des accusations de meurtre au premier degré et de disposition inappropriée de restes squelettiques humains ont été déposées hier dans le comté de Saline. En novembre 2017, Sidney Lutte, une jeune femme de 24 ans du Nebraska, cherchait un nouveau départ, après des difficultés dans sa vie personnelle. Comme beaucoup d'autres, elle s'est tournée vers Tinder. Son match ? Bailey Boswell, une femme charmante avec un sourire accueillant et une histoire qui semblait intrigante. Sidney planifiait avec enthousiasme un deuxième rendez-vous avec Bailey, mais elle ignorait que cette rencontre serait le dernier chapitre de sa vie. La nuit de leur rendez-vous, Sidney a envoyé un texto à un ami, disant à quel point elle était excitée, laissant même sa localisation épinglée pour sa sécurité. Quand Sidney ne s'est pas présenté au travail le lendemain, sa famille s'est inquiétée. Après une recherche frénétique, les enquêteurs ont fait une découverte glaçante. Les restes démembrés de Sidney, emballés dans des sacs poubelles, dispersés dans le Nebraska rural. Mais après des semaines de recherche, le corps de Loof a été retrouvé dans le comté rural de Clay, près d'Edgar, Nebraska, en décembre. Elle est morte par suffocation. La police s'est rapidement concentrée sur Bailey et son petit ami, Aubrey Trail, qui étaient liés à la disparition de Sidney. Des images de surveillance ont capturé Bailey et Aubrey achetant des outils comme des scies et de l'eau de javel, des objets que les enquêteurs croient avoir été utilisés pour commettre leurs crimes macabres. Le plan tordu de Bailey et Aubrey s'est effondré lors des interrogatoires. Aubrey a affirmé que la mort de Sidney était un accident survenu lors d'une étrange fantaisie de groupe. Cependant, les procureurs ont dressé un tableau bien plus sombre. Sidney avait été attiré dans un piège. Les messages textes ont révélé que Bailey avait manipulé Sidney pendant des jours, construisant la confiance pour exécuter leur plan mortel. Elle n'a pas survécu, malheureusement. Cette mort était tristement inattendue et... Aquarius Force Ferme affronter serrer la ligne. Au tribunal, les détails glaçants de l'obsession du couple pour les fantasmes sombres ont laissé le jury stupéfait. Les preuves ont montré qu'ils avaient planifié de tuer pendant des mois, ciblant des femmes vulnérables via des applications de rencontres. En 2021, Bailey Boswell a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, échappant de justesse à la peine de mort. Son partenaire, Aubrey Trail, a reçu une condamnation à mort, cimentant leur rôle dans l'un des crimes les plus obsédants du Nebraska. La salle d'audience était remplie d'émotions, alors que la famille de Sidney parlait d'une lumière éteinte trop tôt. Elle manque énormément à beaucoup de gens. C'était une personne formidable. Nous l'aimons tellement. Beaucoup de gens l'aiment évidemment dans la famille. Les parents de Sidney ont décrit leur chagrin inimaginable, qualifiant Bailey de monstre qui a trahi la confiance de leur fille. Au tribunal, Bailey a montré peu de remords, gardant une attitude froide et détachée qui n'a fait qu'ajouter à la douleur des proches de Sidney. La communauté a pleuré la perte d'une jeune femme au grand cœur dont la vie a été volée par un mal calculé. Ensuite,
nous plongeons dans l'affaire de Jesse Kempson, où un rendez-vous apparemment ordinaire s'est transformé en un crime qui a secoué le monde entier. Avez-vous tué Grace Mullane? Jesse Kempson, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Grace Mullane. C'était le 1er décembre 2018 à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Grace Mullane, une routarde britannique de 22 ans, était en voyage en solo pour explorer le monde. Après avoir célébré son anniversaire avec un nouveau sens de l'aventure, elle a fait une rencontre sur Tinder avec un homme charmant, Jesse Kempson. Le couple a convenu de se rencontrer pour boire un verre, ignorant que cette rencontre marquerait le début d'une histoire glaçante et tragique qui ferait les gros titres internationaux. Le jury a visionné des images de vidéosurveillance de Jesse Kempson et Grace Mullane lors de leur rendez-vous Tinder dans le centre d'Auckland, passant de bar en bar, buvant et finissant par s'embrasser. Grace et Kempson ont été aperçus sur les caméras de surveillance, discutant et riant alors qu'ils visitaient divers bars à Auckland. Mais derrière le comportement amical de Kempson se cachait un homme aux intentions sombres. Le couple a fini par se rendre à son appartement, où une séquence d'événements horribles s'est déroulée. Kempson prétendrait plus tard que leur nuit était devenue consensuellement brutale, mais les preuves racontaient une autre histoire. Grace a été étranglée à mort, un acte glaçant que Kempson tenterait de faire passer pour un accident. Alors que la famille de Grace s'inquiétait de ne pas avoir de ses nouvelles, la recherche de la jeune voyageuse a commencé. Sa disparition a attiré l'attention des médias, et les autorités locales ont lancé une enquête à grande échelle. C'est le comportement de Kempson qui a commencé à éveiller les soupçons. Des images de vidéosurveillance du lendemain matin montraient Kempson achetant une valise et des produits de nettoyage, louant une machine de nettoyage de tapis, louant une voiture et se rendant à West Auckland pour acheter une pelle. Alors que la famille de Grace priait pour son retour sain et sauf, Kempson a déployé de grands efforts pour effacer ses traces. Il a acheté une valise et des produits de nettoyage, puis a cherché des moyens de se débarrasser de son corps. Les caméras de sécurité l'ont capturé calmement, en train de manipuler la valise contenant les restes de Grace hors de son appartement, pour ensuite l'enterrer dans une tombe peu profonde dans les Waitakere Range. Lorsqu'il a été interrogé, Kempson a d'abord nié toute implication, mais s'est rapidement effondré sous la pression. La police a découvert des recherches internet troublantes sur ses appareils, y compris des tutoriels sur la façon de se débarrasser d'un corps. Son réseau de mensonges s'est effondré, le révélant comme un prédateur froid et calculateur. Au tribunal, la défense de Kempson a tenté de présenter l'incident comme un accident tragique, survenu lors d'une intimité brutale consensuelle, mais le jury n'y a pas cru. Les preuves étaient accablantes. La cause de la mort de Grace, une strangulation manuelle, ainsi que les actions de Kempson par la suite, ne laissaient aucun doute sur son intention. Trouvez-vous l'accusé, Jesse Shane Kempson, coupable ou non coupable? Coupable. En février, Jesse Kempson a été condamné à la prison à vie avec une période minimale de non-libération de 17 ans. Kempson a été reconnu coupable de meurtre et condamné à la réclusion à perpétuité avec une période minimale de non-libération conditionnelle de 17 ans. Le procès a révélé des détails glaçants de son comportement prédateur, y compris des témoignages d'autres femmes qui l'ont accusé d'agression violente. La mort tragique de Grace Mullane a provoqué une onde de choc à travers le monde, suscitant des discussions sur les dangers des applications de rencontres et la vulnérabilité des femmes voyageant seules. Au tribunal, le père de Grace a prononcé une déclaration d'impact sur la victime émouvante, décrivant sa fille comme aimant s'amuser, aventureuse et pleine de vie. La douleur gravée sur les visages de sa famille était palpable alors qu'il réclamait justice pour Grace. Tous les trois ont lu leur déclaration d'impact sur la victime. Il y avait de l'émotion là-bas, je l'ai ressenti. On ressent de la compassion pour cette famille, mais lui n'avait aucune émotion, je l'ai regardé. Kempson n'a montré aucun remords pendant les procédures, maintenant son innocence avec un détachement troublant. Sa condamnation a apporté un certain réconfort à la famille endeuillée de Grace, mais la perte de leur fille bien-aimée reste un vide impossible à combler. Ensuite, le cas d'Ali Aboulaban, dont les actions tragiques ont choqué tous ceux qui le connaissaient. D'accord. Et beau gosse, pourquoi tu es venu? Désolé, mec. Ali Aboulaban, connu en ligne sous le nom de Gene Kid, était une personnalité des réseaux sociaux qui a gagné en popularité grâce à ses imitations comiques, notamment de personnages comme Tony Montana de Scarface. Bien que son contenu lui ait apporté la célébrité sur Internet, sa vie personnelle s'est effondrée dans une série d'événements dévastateurs. L'iPad de sa fille de 5 ans et quand il a entendu sa femme et un autre homme parler, il est allé chez elle et les a abattus tous les deux. Puis, toujours armé, il est allé chercher sa fille à l'école. Le 21 octobre 2021, Ali est entré dans l'appartement qu'il avait précédemment partagé avec sa femme séparée, Anna Aboulaban, armée d'un pistolet. Le couple traversait des difficultés conjugales importantes, Anna ayant récemment demandé à Ali de partir en raison de problèmes persistants dans leur relation. Dans les semaines précédant les meurtres, Ali aurait installé un dispositif espion sur un iPad laissé dans l'appartement.
lui permettant d'écouter les conversations d'Anna. Selon les procureurs, Anna a demandé à son mari de partir en octobre 2021 et il s'est enregistré dans un hôtel. Quelques jours plus tard, Ali est retourné en cachette dans l'appartement avec la clé qu'il aurait copiée pour entrer et a saccagé l'endroit pendant que sa femme était absente. Selon les procureurs, Ali s'est rendu à la tour du centre-ville de San Diego, où vivait Anna. Les images de surveillance ont ensuite confirmé son entrée dans le bâtiment. Ali est entré dans l'appartement en utilisant sa copie des clés. En trouvant Anna et Rayburn ensemble, Ali les a immédiatement confrontés dans une altercation houleuse. Il est retourné à l'appartement avec l'arme. Il aurait tiré sur Rayburn Barron 3 fois à bout portant, dans le cou, la joue et l'arrière de la tête. Les détails de ce qui s'est passé ensuite ont été reconstitués par les détectives. Ali aurait d'abord tiré sur Rayburn, tirant plusieurs balles dans son corps à bout portant. Il a ensuite dirigé son arme sur Anna, qui avait tenté de fuir ou de se protéger pendant l'attaque. Elle aussi a été touchée par plusieurs balles, succombant à ses blessures presque instantanément. Les procureurs disent qu'un mois seulement avant son meurtre, Anna avait déposé un rapport de police pour violence domestique contre Ali après qu'il l'aurait poussée et blessée devant leur fille. Après avoir commis les meurtres, Ali a fui les lieux, laissant derrière lui les corps sans vie d'Anna et de Rayburn dans l'appartement ensanglanté. Il s'est rendu à l'école de sa fille, l'a récupérée et l'a placée dans la voiture. En conduisant, Ali a passé des appels à des membres de sa famille, avouant ce qu'il avait fait. Ce sont ses proches qui ont contacté les forces de l'ordre, ce qui a entraîné une réponse rapide. La police a localisé Ali plus tard dans la soirée et l'a arrêté sans incident. Au moment de son arrestation, Ali était en possession de l'arme à feu que l'on croit avoir été utilisée lors des meurtres. L'analyse médico-légale et les témoignages des témoins ont renforcé le dossier contre lui, révélant une préméditation et une planification plutôt qu'un moment de rage spontanée. Ali a été accusé de 2 chefs de meurtre au premier degré et détenu sans possibilité de libération sous caution. Son procès, qui a débuté au printemps 2024, s'est concentré sur la question de savoir si les meurtres étaient prémédités au premier degré ou un crime passionnel au second degré. Pendant le procès, les procureurs ont décrit la séquence des événements comme méthodique et délibérée. L'accusation a soutenu que la décision d'Ali d'installer le dispositif d'écoute démontrait un schéma de contrôle et de jalousie. Ils ont dressé le portrait d'un homme consumé par la colère et un désir de vengeance, affirmant qu'il avait amplement eu l'occasion de reconsidérer ses actions, mais qu'il avait au contraire commis les meurtres de sang-froid. Parce qu'il m'a surpris dans un moment vraiment vulnérable, comme j'étais littéralement, tellement bouleversée dans l'ascenseur, il savait que j'étais bouleversée. La défense a répliqué en présentant le crime comme un acte commis sous le coup de l'émotion, arguant que l'état émotionnel d'Ali avait été exacerbé par des problèmes de santé mentale et de dépendance non traités. Ils ont affirmé que la découverte d'Anna et Rayburn ensemble avait poussé Ali dans un état de rage aveugle, menant à un crime passionnel plutôt qu'à une préméditation. Les jurés, cependant, ont pris parti pour l'accusation, concluant que les preuves montraient qu'Ali avait planifié et exécuté les meurtres avec intention. Le 29 mai 2024, ils ont rendu un verdict de culpabilité pour 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, avec des circonstances spéciales pour meurtres multiples. Dans la Cour supérieure de l'État de Californie, dans et pour le comté de San Diego. Après le verdict, la sœur de Rayburn Barron, Jordana, a exprimé que bien que rien ne puisse ramener son frère et Anna, la décision garantissait qu'Ali ne pourrait plus nuire à quiconque. En septembre 2024, le juge Jeffrey Frazier de la Cour supérieure de San Diego a condamné Ali à 2 peines consécutives de 25 ans à perpétuité, plus 50 ans supplémentaires pour une majoration liée aux armes à feu. Le juge Frazier a critiqué le manque de remords sincère d'Ali, le décrivant comme une personne égoïste, destinée à mourir en prison. Le juge a également établi des parallèles entre le personnage en ligne d'Ali et ses actions dans la vie réelle, suggérant que le comportement impitoyable d'Ali reflétait le personnage qu'il incarnait souvent dans ses vidéos. Avec tous ces abus, En tant que sœur de la victime du meurtre, Anna Aboulaban a commencé sa déclaration au tribunal. Lors de l'audience de condamnation, plusieurs proches d'Anna et Rayburn se sont adressés au tribunal, exprimant leur douleur et leur colère. La sœur d'Anna a dénoncé Ali pour avoir rompu sa promesse de prendre soin d'Anna, la soumettant plutôt à une vie de misère. La sœur de Rayburn a également exprimé sa haine envers Ali. « Ta maman t'aimait tellement, et je t'aime tellement. » À la fin, le juge a condamné une balle. Ali a également pris la parole, plaidant pour la clémence, invoquant des problèmes de santé mentale et de dépendance non traités au moment des meurtres. Il s'est excusé auprès de sa fille pour ses actions et a exprimé l'espoir de pouvoir un jour la retrouver. Cependant, le juge Frazier a rejeté ses plaidoyers, affirmant que la justice exigeait qu'Ali fasse face aux conséquences de ses actes. Malgré les excuses d'Ali et ses déclarations de regret, le tribunal a maintenu la peine de réclusion à perpétuité,
garantissant qu'il passera le reste de ses jours derrière les barreaux. Les crimes d'Ali, Abu Laban étaient horrifiants, et le motif derrière eux semblait clair. Mais l'affaire de Terry et Thomas laisse de nombreuses questions sans réponse. Qu'est-ce qui aurait pu pousser un autre créateur de TikTok à prétendument assassiner un thérapeute de 69 ans? Il y a plus de 4 millions de followers sur TikTok, et je dois admettre que je regardais certains de ses vidéos. Maintenant, selon les personnes qui le suivent en ligne, Thomas se comporte de manière de plus en plus erratique. Tarion Thomas, un créateur de TikTok connu sous le pseudonyme Mr. Prada 456, a accédé à la célébrité en ligne fin 2022, amassant plus de 4 millions de followers. Sa notoriété provenait en grande partie de sa pratique consistant à reproduire du contenu, souvent plan par plan, d'autres créateurs. Malgré les critiques sur son comportement, Tarion a rejeté les critiques, se décrivant comme indifférent dans des vidéos de réponse. Cependant, d'ici 2024, le nom de Kerrian serait lié à des allégations bien plus graves. Le lendemain, le corps du docteur Nick est retrouvé. Cause du décès, traumatisme contondant. La police a obtenu un mandat de perquisition pour l'appartement de Mr. Prada et a trouvé du sang, des armes et... Le 29 septembre 2024, le corps du thérapeute de Bâton Rouge, William Nicholas Abraham, a été découvert enveloppé dans une bâche bleue sur le bord d'une autoroute en Louisiane. L'homme, de 69 ans, était décédé d'un traumatisme contondant, selon le médecin légiste. Alors que les enquêteurs travaillaient sur l'affaire, les preuves ont rapidement désigné Tarion, âgé de 20 ans, comme principal suspect. C'est maintenant la véritable photo d'identité judiciaire de Thomas qui fait le tour des réseaux sociaux. Il a été arrêté mardi à Dallas, au Texas, après avoir fui un contrôle routier où il a été aperçu conduisant la voiture d'un homme décédé. Un mandat de perquisition a été exécuté pour l'appartement de Tarion, où les enquêteurs de la scène de crime ont découvert des signes de lutte violente. Le sang trouvé sur les lieux a ensuite été confirmé comme correspondant à l'ADN de William Abraham. Les enquêteurs ont également récupéré des objets tranchants et d'autres armes. Les images de sécurité du complexe d'appartements ont révélé que William était arrivé à l'appartement de Tarion. Appartement vers 23h. Le 28 septembre, portant les mêmes vêtements qu'il portait lorsqu'il a été retrouvé plus tard. Thomas se comporte de manière de plus en plus erratique. Par exemple, il a posté une vidéo de lui-même se rasant la tête, laissant de petites touffes de cheveux, partout. Des déclarations des résidents du complexe d'appartements décrivent avoir vu Tarion traîner un grand objet enveloppé dans une bâche dans les escaliers aux premières heures du 29 septembre. Des témoins ont rapporté que Tarion semblait avoir du mal à charger l'objet dans une voiture, qui a été plus tard identifiée comme appartenant à William Abraham. Une chasse à l'homme pour Tarian a suivi, et il a été localisé et arrêté à Dallas, Texas, début octobre. Prada, habitué des caméras, est ensuite vu, traînant quelque chose enveloppé dans une bâche bleue et le mettant dans la voiture du docteur. Lors de son arrestation, Tarian a refusé de parler aux autorités. Initialement, il a été accusé d'utilisation non autorisée d'un véhicule, de dommages criminels aggravés à la propriété, de résistance à l'arrestation, de meurtre au second degré et d'obstruction à la justice. Après son extradition vers la Louisiane, les procureurs ont annoncé lors d'une audience au tribunal que l'accusation de meurtre serait requalifiée en meurtre au premier degré. Le commissaire de la paroisse d'East Lawton Rouge, Germaine Guillory, a ordonné que Tarion soit détenu sans caution. Bien qu'une audience de libération sous caution ait été prévue pour janvier 2025, Tarion s'est vu attribuer un avocat commis d'office. Enveloppé dans une bâche sur le bord de la route en Louisiane, les adjoints disent que son corps était partiellement caché dans les bois, à environ 60 miles de l'endroit où il travaillait. Alors que la nouvelle de l'arrestation de Tarion se répandait, les réseaux sociaux ont explosé de spéculations sur son possible motif. Certains posts viraux sur TikTok et X prétendaient qu'il y avait un lien entre Tarion et une affaire de 2015 impliquant William Abraham, qui avait été accusé de conduite inappropriée. Cependant, aucune accusation n'a été portée contre William dans cette affaire, et son avocat de la défense, Jarrett Ambo, a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve liant Tarion aux allégations antérieures. Le bureau du shérif de East Lawton Rouge a également confirmé qu'il n'avait retrouvé aucune indication que Tarion était un client de William, ou lié à l'enquête de 2015. Les détectives travaillent encore à déterminer le motif et à clarifier la relation entre Tarion et William, qui reste floue. Ensuite, nous passons au cas de Trace Hessler, un adolescent dont les actions brutales ont choqué tout son entourage. Donc, après avoir regardé Welcome to the NHK et appris sur les besoins des NEUT, qui sont des personnes qui ne sont ni en emploi, ni en éducation. Trey. Eric Sessler a lancé sa chaîne YouTube, Anime, en septembre 2006, où il a acquis un public en publiant des critiques de diverses séries télévisées d'anime. Sur une autre chaîne, Landscape Productions, il créait des sketchs.
Dans ses vidéos, Trey montrait souvent sa collection croissante d'armes, laissant entrevoir une fascination pour la violence et le danger. Il est devenu connu pour son personnage en ligne, mais c'est en avril 2012 que les choses ont pris une tournure plus sombre. Trey a informé ses abonnés qu'il prendrait une pause de 2 à 3 semaines dans ses publications, leur disant que Monsieur Animé préparait quelque chose. À l'époque, beaucoup de fans pensaient qu'il prenait simplement une courte pause, inconscient des plans glaçants que Trey s'apprêtait à réaliser. Oh, comment ça va tout le monde? C'est Monsieur Animé, ou vous pouvez m'appeler Trey. Vous pouvez m'appeler le gars qui fait les critiques de jeux vidéo, ou vous pouvez m'appeler le gars qui fait maintenant toutes les choses avec les armes. Le 19 mars 2012, Trey a commencé sa série de violences dans la maison familiale à Miller, Texas. Tôt dans l'après-midi, Trey a attiré sa mère, Rhonda, âgée de 45 ans, dans le garage. Dans un acte brutal, il lui a tiré 4 balles dans la tête à bout portant. Trey est ensuite entré dans la maison où se trouvait son frère, Mark, âgé de 20 ans. Sans hésitation, il a également tiré sur Mark. Le père de Trey, Lawton, âgé de 52 ans, dormait lorsque les coups de feu ont retenti. Réveillé, désorienté et alarmé, il a été abattu par son fils à bout portant, après avoir tué toute sa famille proche. Trey a écrit des messages troublants dans la maison, y compris un qui disait « J'aime ma mère, mon père et mon frère. Que Dieu me pardonne car je ne peux pas me pardonner moi-même. » Tout le monde avait peur de savoir si cela allait se produire ou non. Tout le monde est paranoïaque. Des membres de la famille étaient à la maison aujourd'hui pour récupérer des objets sentimentaux. Les enquêteurs disent qu'en dehors de l'horreur... Malgré la violence, Trey n'en avait pas fini. Il a chargé sa Ford Mustang noire avec un fusil et des centaines de cartouches, puis s'est rendu au lycée Miller, son alma mater. Là, il a garé sa voiture et est resté un moment sur le parking, contemplant son prochain mouvement. Cependant, au lieu de réaliser la fusillade de masse qu'il avait planifiée, Trey s'est finalement rendu chez un ami. Au moment où il est arrivé, les corps de ses parents avaient été découverts, et Trey a été appréhendé par les forces de l'ordre vers 21h30. Le même jour. Houston et Texas, voici la maison. La police dit que Sessler a également avoué avoir tué des animaux, tiré sur des entreprises et des écoles fermées au milieu de la nuit, et aussi allumé des incendies, et il avait des plans pour... Les enquêteurs de la scène de crime qui ont examiné la maison de la famille Sessler l'ont décrite comme une zone de guerre. La scène était remplie de sang, avec de grandes flaques qui tachèrent le sol et éclaboussèrent les murs. Les meubles étaient renversés et des objets cassés étaient éparpillés dans les pièces, comme si la maison avait été dévastée par une lutte violente. Des taches de sang marquaient le chemin que Trey avait emprunté après chaque fusillade, permettant aux enquêteurs de reconstituer la séquence glaçante des événements. Pour tirer sur de gros animaux, il a parlé d'allumer quelques petits feux de broussailles. Il a... Je peux alors tirer avec un fusil sur un bâtiment. Trey a été arrêté et accusé des meurtres de sa mère, de son père et de son frère. Lors de son entretien avec la police, Trey a avoué les meurtres, expliquant qu'il avait tué sa famille pour les empêcher de ressentir de la honte, quand il a perpétré une fusillade de masse dans son ancien lycée. Cependant, Trey a affirmé que la réalité de la situation l'avait frappé trop durement, et il a finalement décidé de renoncer à l'attaque. Il a reconnu que les actes violents qu'il avait commis n'étaient pas un incident isolé, car il s'était déjà livré à des comportements violents, et a avoué avoir tué des animaux et tiré avec ses armes près des écoles tard dans la nuit, bien qu'il n'ait pas eu d'antécédents criminels avant les meurtres. Les responsables disent qu'il a recherché des tueurs en série en ligne et a même noté leur travail. Il a dit aux enquêteurs. Une enquête plus approfondie sur Trey a révélé qu'il avait été fortement influencé par des incidents de meurtre de masse passés, en particulier la fusillade de Columbine High School en 1999 et le massacre de Virginia Tech en 2007. Trey avait passé beaucoup de temps à rechercher ces deux événements et semblait idolâtrer les auteurs. Les autorités ont découvert qu'il avait un document sur son ordinateur où il avait noté et étudié les actions de 8 tueurs en série différents. Cette vision glaçante de son état d'esprit montrait à quel point Trey s'était immergé dans le monde de la violence de masse et du meurtre. Un voisin dit que Trey Sessler restait ici de temps en temps. Il arrivait simplement dans son garage et restait, peu importe la durée, quelques jours, puis partait. Dans les jours qui ont suivi les meurtres, Trey a contacté d'autres membres de sa famille, présentant des excuses pour ses actions. Il a exprimé des remords, mais beaucoup ont eu du mal à croire à la sincérité de ses paroles, surtout après la nature horrible des meurtres. La petite ville de Miller, au Texas, a été laissée sous le choc alors que la communauté peinait à comprendre comment un crime aussi brutal et insensé pouvait se dérouler dans leur quartier autrement paisible.
les 8 principaux tueurs en série notés selon les actions qu'ils ont entreprises, mais il a également étudié toutes sortes de fusillades de masse, comme la fusillade des talibans lors d'autres événements scolaires. Le 2 août 2012, Trey a plaidé coupable de toutes les accusations portées contre lui, y compris 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Le juge l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, une peine qui le garderait derrière les barreaux pour le reste de sa vie. Trey est resté silencieux pendant l'audience, n'offrant aucune explication supplémentaire pour ses actes. La décision de lui donner la perpétuité au lieu de la peine de mort a laissé de nombreux résidents de Miller déçus. Ils avaient espéré une punition plus sévère, croyant que les crimes de Trey méritèrent la peine ultime. Les actions horrifiantes de Trey Sessler contre sa propre famille ont révélé un esprit profondément troublé. Mais le cas suivant nous amène à un autre acte de violence choquant au sein d'un foyer. Claire Miller, une jeune fille dont les actions contre un membre de sa famille ont laissé toute une communauté sous le choc. Elle a poignardé sa sœur Helen, qui avait une paralysie cérébrale, le matin du 22 février 2021. Ses parents ont témoigné au procès qu'ils avaient perdu Helen et ne voulaient pas non plus perdre Claire à cause de la prison. Aux premières heures du matin du 22 février 2021, le département de police de Manheim Township a été appelé au domicile de la famille Miller après que Claire Miller, âgée de 14 ans, qui avait une présence active sur TikTok, a passé un appel au 911, admettant qu'elle avait tué sa sœur. Lorsque les officiers sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé Claire à l'extérieur, debout dans la neige, avec du sang sur son pantalon de pyjama. Claire a conduit les officiers à l'intérieur, les dirigeant vers la chambre, où Helen Miller, âgée de 19 ans, gisait sans vie. Helen, qui était née avec une paralysie cérébrale, dépendait d'un fauteuil roulant pour se déplacer et ne pouvait pas marcher. La famille Miller avait adapté leur maison pour répondre aux besoins d'Helen, s'assurant qu'elle disposait d'un espace sûr et confortable pour vivre. Une adolescente accusée d'avoir tué sa sœur restera dans le comté de Lancaster jusqu'à son procès. Claire Miller, âgée de 16 ans, sera jugée comme une adulte. Le juge a décidé que Miller restera dans le comté de Lancaster. Claire a été immédiatement placée en détention. Selon la loi de Pennsylvanie, l'homicide n'est pas considéré comme un crime juvénile, ce qui signifie que Claire, malgré son âge, devait être inculpée comme une adulte. Cette exigence légale n'a pas été prise à la légère, car elle impliquait de traiter une jeune adolescente avec le même processus juridique réservé aux adultes accusés de délits graves. Claire Miller était une enfant qui avait tout, mais était obsédée par l'homicide. Citant des milliers de messages textes, elle a envoyé à un ami exprimant le désir de faire du mal à quelqu'un, disant que même si elle aimait sa sœur Helen, elle l'a poignardée à mort. Le processus juridique qui a suivi s'est fortement concentré sur la santé mentale de Claire. Il a été constaté qu'elle traversait une crise de santé mentale au moment de l'incident. En Pennsylvanie, le meurtre au 3e degré est défini comme un homicide involontaire résultant d'actions imprudentes ou dépravées. Il est distinct du meurtre au 1er degré, qui nécessite une préméditation, et du meurtre au 2e degré, qui implique un meurtre survenant lors de la commission d'un autre crime grave. Claire Miller a été condamnée à une peine de 12 ans et demi à 40 ans de prison, plaidant coupable de meurtre au 3e degré. Le juge du comté de Lancaster, supervisant l'affaire, a déterminé. En 2023, Claire, maintenant âgée de 16 ans, a plaidé coupable de meurtre au 3e degré. Ce plaidoyer était significatif, car il indiquait que Claire acceptait la responsabilité de ses actes, mais n'admettait pas la préméditation ou l'intention de tuer. En plaidant coupable, elle a reconnu que son comportement montrait un mépris pour la vie humaine, ce qui a entraîné la mort de sa sœur. Miller était mentalement malade, mais pas mentalement handicapé lors de l'imposition de la peine. Le 22 février 2021, la police de Manheim Township a découvert la sœur de Miller, âgée de 19 ans. Lors de l'audience de détermination de la peine, la procureure Heather Adams a décrit l'affaire comme particulièrement tragique, soulignant que la vulnérabilité d'Helen et les actions de Claire rendèrent la situation encore plus douloureuse. Heather Adams a noté que bien que la crise de santé mentale vécue par Claire ait été un facteur, cela n'effaçait pas sa responsabilité dans la mort d'Helen. La procureure a souligné que le tribunal devait équilibrer le besoin de responsabilité avec le jeune âge de Claire et son état mental au moment du crime. Via vidéoconférence. Elle est accusée d'avoir tué sa sœur handicapée, Helen, dans leur maison de Manheim Township en février. Le juge a finalement condamné Claire à une peine de 12 ans et demi à 40 ans de prison. Cette décision visait à la tenir responsable de ce qui s'était passé, mais laissait également la possibilité d'une réhabilitation au fil du temps. Le plaidoyer de culpabilité de Claire et la condamnation qui a suivi ont mis en lumière le défi complexe de concilier justice et compassion, en particulier dans les affaires impliquant des mineurs et des problèmes de santé mentale. À Manheim Township, elle a appelé la police peu après 1h du matin, et a dit qu'elle avait tué sa sœur.
Les officiers ont répondu à l'appel et se sont rendus à la maison où Claire les a dirigés vers une chambre. Pour la famille Miller, cette affaire a été dévastatrice à plusieurs niveaux. Ils avaient déjà enduré la douleur inimaginable de perdre Helen, qui avait été chérie et faisait partie intégrante de leur vie. Le chagrin de cette perte était aggravé par la réalité que Claire ferait maintenant face à des années d'emprisonnement. De plus, la famille devait essayer de se réconcilier avec la contradiction douloureuse d'aimer Claire, tout en pleurant Helen, sachant que les actions de l'une avaient changé leur famille entière à jamais. Les actions tragiques de Claire Miller au sein de sa propre famille étaient choquantes, mais le cas suivant révèle une histoire de manipulation et de cupidité aux conséquences dévastatrices. Kelsey Turner, une ancienne mannequin dont l'implication dans un plan mortel a montré jusqu'où certains iront pour protéger leurs secrets. Judy était inquiète à propos de cette femme, Kelsey Turner, une playmate de 25 ans et mannequin pour Maxime. Judy dit que Kelsey extorquait de l'argent au docteur Burchard. Kelsey Turner était autrefois une figure éminente de l'industrie du mannequinat pour adultes, apparaissant sur les couvertures de Playboy Italia et Maxim, et amassant un nombre considérable de followers sur les réseaux sociaux. Elle partageait son temps entre Salinas, Californie et Las Vegas, Nevada, travaillant à construire sa carrière. Cependant, alors que l'industrie du mannequinat s'est révélée très imprévisible, les opportunités ont commencé à se tarir et Turner a fait face à d'importantes difficultés financières. À ce stade, elle était également mère célibataire. Burchard avait l'habitude d'aider les autres et de s'engager avec de jeunes filles attirantes qu'il rencontrait en ligne, comme Kelsey. C'est selon son ami, qui a souhaité rester anonyme. À la fin des années 2010, Turner a conclu un accord financier avec le docteur Thomas Burchard, un psychiatre pour enfants de 71 ans. Au cours de plusieurs années, Burchard lui a fourni plus de 750 000 $ pour couvrir des dépenses comme son assurance automobile et le loyer de sa maison à Las Vegas. Selon Judy Earp, la fiancée de Burchard, de nombreuses personnes demandaient l'aide du docteur. Mais Kelsey était différente. Judy a affirmé que Kelsey demandait souvent de l'argent sous prétexte qu'elle en avait besoin pour les médicaments de son fils ou d'autres urgences. Judy Earp, sa compagne depuis 17 ans, était de retour chez eux en Californie et sentait que le docteur avait des ennuis. Début 2019, Judy, qui soupçonnait que Burchard montrait les premiers signes de démence, l'a exhorté à mettre fin à la relation. Burchard a accepté et prévoyait de confronter Turner le 1er mars 2019 pour lui dire qu'il ne lui fournirait plus de soutien financier. Il n'est jamais revenu de ce voyage. Peut-être que je rentrerai simplement chez moi avec le prochain vol. Judy, Herb a signalé la disparition de Burchard, ce qui a déclenché une enquête. Le 7 mars, la police a découvert la Mercedes-Benz abandonnée de Burchard dans le désert de Las Vegas. À l'intérieur, ils ont trouvé du sang, des gants et une batte de baseball. Le coffre contenait un corps enveloppé dans des draps, identifié comme étant le docteur Burchard, grâce à une carte de crédit trouvée sur les lieux. Lors de l'autopsie, le médecin légiste a conclu que Burchard était mort d'un traumatisme contondant, qualifiant sa mort d'homicide. À plusieurs reprises, mais ce ne sont pas le genre de personnes avec qui vous voulez vous associer. Les détectives ont interrogé Judy, qui a partagé des détails sur les plans de Burchard de couper les ponts avec Kelsey. Lorsqu'ils ont fouillé la maison de Kelsey, ils ont trouvé des preuves de sang et une tentative de nettoyer la scène. En utilisant les données des téléphones portables, les autorités ont suivi Kelsey et ses colocataires, Diana, Pina et John Kennison, jusqu'à l'hôtel Rio. Au moment où les agents sont arrivés, les trois étaient repartis. Vivant et où les enquêteurs croient que le docteur Burchard a été assassiné. La colocataire de Kelsey, Diana Pina, a déclaré à un grand jury que Kennison avait attaqué le docteur Burchard avec une batte de baseball. L'enquête a pris un tournant clé lorsque le journal de Burchard a été trouvé, contenant des entrées sur les accusations que Kelsey avait portées contre lui concernant des images inappropriées d'enfants. Malgré ces allégations, aucune preuve de ce type de matériel n'a été trouvée sur les appareils électroniques de Burchard. Judy a déclaré que les accusations avaient profondément troublé Burchard en raison de son parcours professionnel. La colocataire de Kelsey, Diana Pina, a plaidé coupable de complicité de meurtre et devrait témoigner lors de leur procès. Kelsey, Diana et John ont finalement été localisés. Les empreintes digitales de la voiture de Burchard correspondaient à celles de Diana et John. Diana a admis à la police que Kelsey avait été contrariée lorsqu'elle a appris que Burchard prévoyait de la couper financièrement. Elle a dit que Kelsey avait ordonné à John de confronter Burchard, ce qui a conduit John à le frapper mortellement avec une batte de baseball. John a ensuite conduit la voiture de Burchard avec le corps dans le coffre et l'a abandonné dans le désert. Il semble qu'elle ait reçu une libération d'omniconisance, donc elle bénéficie d'un traitement assez préférentiel ici, et il sera intéressant de voir si le jury pense en fait qu'elle pourrait être la mauvaise personne. Diana Pina a accepté un accord de plaidoyer pour complicité de meurtre et a été condamnée à 3 ans de probation.
John Kennison a plaidé coupable de meurtre et a reçu une peine de prison de 18 à 45 ans en 2022. Kelsey Turner a accepté un plaidoyer Alford, reconnaissant la solidité des preuves contre elle, sans admettre sa culpabilité. Elle a été condamnée à une peine de prison de 10 à 25 ans et sera éligible à la libération conditionnelle lorsqu'elle aura 36 ans en 2029. Pendant ces procédures judiciaires, le comportement de Kelsey Turner a attiré l'attention, car elle était souvent vue souriant et posant pour les caméras, ce que beaucoup ont trouvé surprenant compte tenu des accusations graves auxquelles elle faisait face. 3,75 ans qu'elle a déjà passé incarcérée et elle ne montre toujours aucun signe de réhabilitation. Alors que certains ont interprété ces actions comme une tentative de paraître confiante ou de garder son calme, d'autres les ont vues comme une preuve d'indifférence envers le crime et ses conséquences. Actuellement, Kelsey Turner purge sa peine au centre correctionnel pour femmes Florence McClure au Nevada. Les actions de ces tueurs Turner ont laissé une traînée de chagrin et de vie brisée, leur réaction en salle d'audience aussi glaçante que les crimes eux-mêmes. Mais il y a encore plus à découvrir. La prochaine vidéo à l'écran plonge dans des affaires encore plus choquantes et les rebondissements qui ont tenu le monde en haleine. Continuez à regarder.